Bonjour de Bruxelles et bienvenue dans cette édition spéciale Ask Juncker, pendant laquelle nous serons en direct avec le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. En ces temps incertains, il a pour mission de construire le futur de l'Europe. Hier, il a exposé sa feuille de route dans son discours sur l'état de l'Union. Malgré un regain d'optimisme grâce à la reprise économique, de nombreux défis restent à relever. La crise migratoire, le Brexit, le respect des droits fondamentaux ou encore le terrorisme, pour n'en citer que quelques-uns. Un seul faux pas et l'Union pourrait s'effondrer. Et ce sont les jeunes qui en feront surtout les frais. Pendant 1 heure, 3 créateurs YouTube interrogeront le président sur les sujets qui les préoccupent. Vous pouvez aussi vous adresser au président. Envoyez-moi vos questions sur les réseaux sociaux d'Euronews avec le hashtag AskJuncker et je sélectionnerai les meilleurs pour les poser au président de la Commission tout au long de notre émission. Mais tout d'abord, un petit rappel en images. Quelles sont les propositions de Jean-Claude Juncker pour l'Europe? Regardez. Le 13 septembre, Jean-Claude Juncker a dévoilé son plan d'action pour l'année à venir. Plus d'intégration, surtout sur le plan monétaire, une lutte renforcée contre le terrorisme, un élargissement de l'espace Schengen et de l'Union aux Balkans. Un programme ambitieux, surtout qu'il lui reste moins de 2 ans à la tête de la Commission européenne. Concernant le dossier de la migration, l'Europe n'est pas une forteresse, a-t-il dit, mais les personnes qui ne sont pas en droit d'y séjourner doivent retourner dans leur pays. Alors que seulement 36% des migrants en situation irrégulière sont renvoyés, il est évident que nous devons considérablement intensifier notre effort et notre action en la matière. Une position plutôt partagée par les Européens que nous avons sondés, comme ici à Budapest. Il est essentiel de résoudre le problème de la migration. Je suis pour des contrôles stricts aux frontières et pour qu'on ne laisse entrer que ceux qui peuvent s'intégrer et qui sont de vrais réfugiés, pas des migrants économiques. Jean-Claude Juncker a aussi tendu la main aux pays membres à l'Est et au Sud, marquant la fin d'une Europe à 2 vitesses. L'Europe doit être une union de l'égalité. Cela veut dire l'égalité entre ses membres, grands ou petits. L'Europe doit respirer avec ses 2 poumons, avec celui de l'Est et avec celui de l'Ouest. Sinon, notre continent s'essouffle. Post-Brexit, l'accent sera mis sur l'intégration et l'élargissement, a également promis Jean-Claude Juncker. Il a invité la Bulgarie et la Roumanie, puis la Croatie, à rejoindre la zone Schengen. Il a ravivé les espoirs des Balkans occidentaux de faire à terme partie de l'Union. Plusieurs annonces qui devraient satisfaire les Européens à qui nous avons parlé. Il faut élargir l'espace Schengen et il faut introduire l'euro dans toute l'Europe. Il devrait aider les États les plus faibles. Il devrait soutenir les pays européens qui ont des problèmes. Le mot de la fin nous vient de Bruxelles avec de sincères encouragements pour le président de la Commission. J'espère qu'il prendra de sages décisions et je lui souhaite bonne chance et beaucoup de courage. Nous sommes ravis d'accueillir le président de la Commission européenne, Monsieur Jean-Claude Juncker, sur le plateau. Oui. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est toujours super de vous avoir. Nous pouvons nous asseoir. Très bien. Et comme l'année dernière, nos internautes et ceux de notre partenaire Debating Europe ont envoyé beaucoup de questions pour cette interview. Nous allons vous les poser tout au long de ce programme. Ils utilisent le hashtag AskJuncker, comme vous avez peut-être vu. Oui, j'ai vu. Et hier, vous avez prononcé votre discours sur l'état de l'Union. Il était ambitieux, audacieux, mais tout le monde s'attendait que vous disiez plus sur le Brexit. Et d'ailleurs, nous avons noté que c'était un des mots les plus tweetés pendant votre discours. Pourquoi ne pas en parler si c'est un sujet qui préoccupe les Européens et qui les inquiète à un tel point? C'est un sujet qui devrait d'abord préoccuper les Britanniques, moins les Européens, mais qui doit intéresser les Européens. Je n'ai pas voulu faire un long discours pédagogique sur le Brexit parce que j'ai eu souvent l'occasion de m'exprimer à ce sujet. En plus, le Brexit, ce n'est pas l'avenir, ce n'est pas le futur.
c'est déjà un peu le passé. Je voulais passer de l'avenir. Nous allons parler de l'avenir, pardon. Nous allons parler du passé un tout petit peu, oui. Parce que nous avons des questions d'internautes, parce qu'on a eu beaucoup de questions sur le Brexit. Je vais citer ce que vous avez dit pendant votre discours, et vous avez dit sur le Brexit, nous le regretterons toujours, et vous le regretterez bientôt. Et cela a sollicité nos spectateurs, et Elle Johnson demande si... Elle ou Ben? Elle, oui. On ne connaît pas son prénom, a demandé si cela était une menace. Non, c'était la réponse à une interruption. Je n'avais pas l'intention de dire vous le regretterez bientôt, mais les parlementaires de l'UKIP et l'extrême droite m'ont interpellé. Enfin, je ne sais pas si c'était lui, mais normalement c'est lui. Et comme j'ai dit, nous regretterons toujours ce choix des Britanniques, tout en l'acceptant, puisqu'il faut accepter la décision du peuple souverain britannique. Ils m'ont interrompu, et puis j'ai dit comme ça. Et vous le regretterez bientôt, et c'est vrai. Alors j'ai une autre question d'un internaute. Celui-ci s'appelle John Lees, toujours sur le Brexit. Oui. Et il demande, vous voulez que le Royaume-Uni souffre dans les négociations pour décourager d'autres pays de quitter l'Europe? Non, telle n'est pas mon hypothèse de travail. Je ne connais aucun autre pays qui serait tenté de quitter l'Union européenne. Et moi, je ne voudrais pas punir, sanctionner, faire souffrir le Royaume-Uni. J'aime trop les Anglais et leur longue promenade bénéfique aux autres Européens à travers l'histoire pour pouvoir avoir des sentiments négatifs à l'égard du Royaume-Uni. Mais la négociation est en cours et il est évident que le Royaume-Uni, le jour où elle aura quitté l'Union européenne, n'aura plus le même statut, ni pour ce qui est de l'Europe, ni pour ce qui est de l'international. Il y a beaucoup d'amertume dans ces discussions entre la Commission et la Grande-Bretagne. Vous pensez qu'il serait possible qu'il n'y ait pas de deal? Vous pensez vraiment que ça pourrait être une éventualité? Mon hypothèse de travail est qu'il y aura un deal. Je ne veux pas imaginer une situation où la Grande-Bretagne quitterait comme ça, en disant goodbye, sans un arrangement qui concernerait le futur. Donc je ne m'inscris pas dans ce qu'on appelle le hard Brexit. Alors, passons maintenant à l'avenir. Vous l'avez dit vous-même, nous avons 3 jeunes youtubeurs dans les coulisses. Ils attendent de vous interviewer. Eux, ils ont des centaines de milliers de fans qui leur ont envoyé des questions aussi. Et bien sûr, la règle, comme vous le savez, c'est que vous ne connaissiez pas les questions. Je ne veux pas les connaître, mais j'aimerais connaître les réponses à donner aux questions qu'ils vont me poser. Et je vais faire la présentation parce que sur Euronews aujourd'hui, nous accueillerons Abdel. Il vient de Belgique et anime une chaîne YouTube plutôt humoristique et décalée, mais sur laquelle il aborde aussi des sujets très sérieux comme l'immigration, l'islamophobie et l'injustice sociale. Nous accueillons aussi Diana. Elle vient d'Allemagne. Elle s'intéresse à l'impact de la transformation numérique sur le monde du travail, à l'éducation et au futur de l'Europe. Mais pour débuter cet exercice de questions-réponses, place à Kovi, venu de République tchèque. Il est, cela va sans le dire, passionné par les réseaux sociaux et s'intéresse aussi au fossé entre les générations et à la crise migratoire. Voici son portrait en vidéo. My name is Karel Kovács, but my fans mostly know me as Kovi. Bonjour, je m'appelle Karel Kovács. Mes fans me connaissent sous le nom de Kovi. C'est mon surnom sur ma chaîne YouTube que j'anime depuis 5 ans. J'ai 20 ans, je vis à Prague en République tchèque. C'est une ville charmante. Si vous n'y êtes jamais allé, faites-le. Je fais un peu de pub là. Il y a 5 ans, j'ai lancé ma chaîne sur YouTube. Ça a été le début d'une longue aventure sur les réseaux sociaux et sur YouTube qui m'a amené à ce moment précis. Ma chaîne porte sur le divertissement, des blogs de voyage, des vidéos à thème, des parodies de chansons. Je parle souvent des réseaux sociaux et parfois de politique également. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'ai été choisie avec 2 autres youtubeurs pour interviewer le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, en personne. Et honnêtement, j'ai hâte. Je suis ravie d'avoir Kovi à mes côtés.
Kobe, thanks so much for being with us. It's fantastic you've come all this way. Thank you for inviting me. So you're going to be speaking Donc, to the vous president in parlerez just a au moment. président d'ici un moment. Je voulais savoir, E quel est votre sentiment par rapport aux responsables politiques de l'Union européenne? Est-ce que vous croyez qu'ils sont en phase avec ce que vous voulez? Est-ce que vous leur faites confiance? Bon, je parle pour moi-même ou pour la génération des jeunes. Je crois que parfois il est difficile de suivre ce qui se passe dans l'Union européenne et de suivre les événements, car pour les jeunes en particulier, il est parfois très difficile de suivre tout ce qui se passe. Alors, le président est avec nous. Monsieur le Président, je suis ravie Rejoignez-nous ici. de présenter Kobe. Kobe, you have 15 minutes with the President. Off you go. Vous avez 15 minutes avec le président. Allez-y. I'll stop you if it goes over. Je vous arrêterai si c'est trop long. Parfait. Hier, vous avez présenté un discours à Strasbourg. Aujourd'hui, nous sommes ici à Bruxelles. Et c'est vraiment le premier sujet que je souhaite évoquer avec vous. C'est le déplacement du Parlement européen, les déplacements entre Bruxelles et Strasbourg. Hier, vous avez dit « Je souhaite que l'Europe devienne le leader en matière de lutte contre le changement climatique ». Mais ces déplacements coûtent environ ou représentent 10 000 tonnes de CO2. Et c'est extrêmement coûteux également. D'après des études récentes, 100 millions d'euros par an. Alors pourquoi? Pourquoi est-ce toujours une réalité? C'est parce que c'est la conséquence de l'histoire européenne. Strasbourg est une ville située en France, mais toute proche de l'Allemagne, sur le Rhin, qui est le fleuve le plus dramatique et tragique en Europe. Il a fait l'objet de tant de conflits. Et le fait que le Parlement européen, symbole de la démocratie européenne, se réunisse à Strasbourg, eh bien, cela a une signification. Le Conseil de l'Europe, qui représente 49 pays, s'y trouve aussi, et l'Union européenne doit y être également. Je sais que c'est coûteux, mais l'histoire est toujours coûteuse. Donc vous pensez que le symbole vaut cet investissement pour le contribuable? Le contribuable, en effet, doit porter les conséquences de l'histoire. Voilà qui est très clair. Alors, je crois qu'il n'y a pas que les jeunes qui ont du mal lorsqu'on leur pose la question quel est l'intérêt, les avantages d'être membre de l'Union européenne. Alors c'est vrai qu'on parle de paix, on parle de l'espace Schengen, mais on entend aussi énormément de critiques. Notamment en ce qui concerne la réglementation, la législation, que l'Union européenne n'est pas souple et rapide lorsqu'il s'agit de prendre des décisions sur des sujets importants. Donc c'est un problème. Les jeunes et les citoyens au sens large voient plus d'inconvénients que d'avantages. C'est assez normal, me semble-t-il. C'est facile de décrire les désavantages. Les avantages sont à démontrer. J'invite ceux qui sont sceptiques. Le scepticisme est admis. Il faut faire face aux arguments de ceux qui sont réticents par rapport à l'intégration européenne. Il faut poser la question aux gens. Préfèrent-ils vivre sur un continent divisé où les pays seraient séparés de façon dramatique, où la liberté de mouvement n'existerait pas, ou préféreraient-ils vivre dans cette Union européenne? On comprend mieux ce qu'est l'Union européenne si on réfléchit à ce que pourrait être son exact contraire. Ce serait affreux. Et bon, d'accord, leur situation n'est pas toujours des plus belles. En ce qui concerne la jeune génération, elle a parfois du mal à comprendre, à suivre sur certains sujets. Pour les jeunes, il est souvent difficile de mieux comprendre l'Union européenne et son fonctionnement. Pensez-vous qu'il y a des choses à améliorer en ce qui concerne la communication avec les jeunes? Ce n'est pas seulement difficile pour les jeunes, c'est aussi difficile
pour les générations qui les précèdent, dont la mienne. Et parfois, c'est même difficile pour moi-même de comprendre comment les choses fonctionnent. Je suis d'avis qu'il faut améliorer notre communication, même si les services de communication de la Commission publient des centaines, voire des milliers de pages par semaine ou par mois, mais j'ai l'impression que les informations que nous diffusons, des informations objectives, il ne s'agit pas de propagande. Eh bien, on dirait que ça ne touche pas le public, le grand public. Et donc, je demande au commissaire de voyager, de ne pas se confiner au Berlaymont, qui n'est pas très beau, mais de se rendre devant les parlements nationaux, de discuter avec les partenaires sociaux nationaux. Des centaines de fois par an, nous organisons des dialogues citoyens. Personnellement, j'ai déjà participé à ces événements. C'est la façon dont nous devons expliquer l'Europe. Sans cet esprit de propagande, ça n'aide pas. Il faut expliquer. On n'a pas à plaider. Bon, parfois c'est nécessaire. Parfois il faut plaider pour l'Europe. Mais la propagande n'est pas une bonne chose. De toute façon, les jeunes n'y croient pas. Pas de la propagande de l'extrême droite, ni celle de la Commission, mais ce n'est pas la même chose. Je pense que ce serait super que les députés se déplacent d'une école à l'autre pour expliquer ce qu'ils font. Mais en effet, c'est ce qu'ils font. 20 à 30 fois sur la journée, il y a des parlementaires européens dans des salles de classe dans l'Union européenne. Okay. Let's move on a bit. Alors passons à autre chose. I would like to be a bit theoretical now. Sur un plan plus théorique. Don't worry. Ne soyez pas trop théorique, car si vous m'invitez à être théorique, ça risque d'être très long. Let's keep it. Non, non. Ne vous inquiétez pas. Je serai conçu. Imaginons qu'il y a un nouveau conflit en Afrique du Nord dans quelques semaines. Un conflit qui débouche sur de nouvelles vagues de migrants arrivant en Europe. Alors, après ces 2 années que nous avons connues, est-ce que l'Union européenne est prête? Est-ce que nous disposons d'une stratégie pour faire face à une telle situation? Nous avons une stratégie. Nous, c'est-à-dire la Commission, il y a 2 ans, nous avons proposé de mettre en place un système de répartition de réfugiés. Ce que je ne puis accepter, c'est que ceux qui, par les hasards de la géographie, se trouvent aux frontières extérieures, la Grèce, l'Italie, l'Espagne aussi, ils doivent accueillir tous ces réfugiés. C'est vraiment leur en demander trop. C'est pourquoi la Commission a proposé aux autres États membres de la Commission européenne de répartir ces réfugiés. Bon. Bon, mais il ne s'agit pas de quotas. D'ailleurs, je tentais d'éviter ce terme. C'est le passage de la théorie à la pratique. Bon, c'est facile de dire que l'Union européenne est une union de solidarité, mais lorsqu'il s'agit de mettre en œuvre les principes fondamentaux de la solidarité, certains États membres ne sont pas d'accord. Mais on ne peut pas surcharger la Grèce et l'Italie de ce poids de responsabilité. Oui, je suis d'accord avec vous. De nombreux pays d'Europe orientale ont des doutes en ce qui concerne les réfugiés. Alors, ces doutes ne sont pas fondés, bien entendu, mais certains craignent que cela ne débouche sur des problèmes en termes d'intégration, notamment. Alors, pensez-vous que nous pouvons vraiment répartir ces personnes en sachant qui ils sont? Moi, je crois que les pays qui accueillent les réfugiés, qui arrivent en Italie, en Grèce et puis poursuivent vers d'autres pays, ces pays ont le droit de savoir qui leur arrive. Et je suis très favorable à la mise en place d'un système qui d'ailleurs existe déjà en partie, où les États membres qui accueillent des réfugiés peuvent en vérifier l'identité, leur comportement
Ça me paraît être un droit tout à fait normal de ceux qui accueillent des réfugiés qui sont arrivés ailleurs en Europe. Et alors, comme nous parlons de réfugiés, parlons des relations entre l'Union européenne et la Turquie. Vous avez récemment critiqué la Turquie, vous avez reproché à la Turquie d'emprisonner nos journalistes, de s'éloigner des valeurs démocratiques de l'Union. Mais parallèlement, il y a cet accord conclu avec la Turquie pour les réfugiés. Justement, nous payons beaucoup à la Turquie pour qu'elle garde les réfugiés sur son territoire. Donc cette critique, quel est son poids pour la Turquie dans la mesure où la Turquie pourrait dire de toute façon cela n'a aucune importance pour nous? Je reviens à la communication et l'information. La Turquie ne reçoit pas de fonds de l'Union européenne. Bon, il y a eu un accord. Nous en avions besoin. Maintenant, nous avons un certain nombre de réfugiés qui arrivent de Turquie. Ce nombre s'est réduit de 97 ou 98% avant l'accord. Mais l'argent qui arrive en Turquie n'est pas destiné au gouvernement ou au budget turc. Ce sont des montants payés à des ONG. Non, ce n'est pas la même chose. Moi, je préfère donner de l'argent à des ONG, principalement à celles qui sont actives dans le domaine humanitaire, que de donner de l'argent au gouvernement turc. Nous contrôlons ce qu'il advient de notre argent. Quand on donne de l'argent au gouvernement, le contrôle vous échappe. Mais nous avions besoin de cet accord. Moi, j'étais l'un de ceux qui ont conclu l'accord. Et ça a été un succès. Et ce qui est important dans cet accord avec la Turquie, c'est que, ensemble, avec la Turquie et d'autres, nous luttons contre les passeurs. Il est inadmissible que dans cette partie de la Méditerranée, des passeurs déterminent les règles. Maintenant, on a un système où la Turquie et l'Union européenne, elles créent les règles. Moi, je suis vraiment favorable à un système de règles correct. Donc de l'argent pour les ONG en Turquie, est-ce vraiment la solution? Garder ces réfugiés en Turquie, est-ce une solution? Les réfugiés qui sont en Turquie, il y en a plus de 3 millions, sont proches de leur pays d'origine. Il est plus facile pour eux, pour avoir des conditions de vie normales, entre guillemets, que s'ils se trouvaient dans le nord de la Suède ou l'est de la Pologne. Ils connaissent l'ambiance, le climat, la langue. Et nous tentons d'améliorer le plus possible leurs conditions de vie. Ce n'est pas la solution. La vraie solution serait de s'attaquer aux racines du problème de l'immigration. C'est justement ce que nous faisons. Mais cette partie de notre action est largement inconnue. Nous, c'est la Commission, bien sûr, avons mis en place un fonds fiduciaire africain, 2,7 milliards d'euros. J'en ai parlé dans mon discours sur l'état de l'Union. Nous faisons des choses. Nous, la Commission, nous avons proposé 44 milliards à consacrer à ce que nous appelons les investissements extérieurs, c'est-à-dire que nous tentons d'attirer des PME, et pas qu'elles, mais principalement, pour qu'elles investissent en Afrique. Ils n'ont pas les mêmes perspectives que nous ici sur le continent européen. Donc, nous devons les aider. Non, bien sûr, ce n'est pas faire la charité, mais c'est sous l'angle économique. Il faut investir en Afrique si nous voulons que les Africains restent sur le continent. Sachez que les Africains, en ce moment, sont 1,2 milliard. D'ici quelques décennies, on sera à 2,5 milliards d'Africains. Probablement plus.
Oui, nous n'avons pas à les assister. Bon, ça a l'air condescendant, mais nous devons être là en matière de solidarité interne en Afrique. Oui, terminons par l'avenir. Je suis très long pour l'empêcher de poser trop de questions. Vous y êtes bien parvenu. Alors, votre discours sur l'état de l'Union concerne l'avenir. Vous avez dit, je cite, oui. Alors, je disais, comme Mark Twain l'a dit, à l'avenir, nous serons plus déçus parce que nous n'avons pas fait que parce que nous avons fait. Le moment est venu de créer une Europe plus forte et plus démocratique d'ici 2025. Alors, quel est le défi le plus important, à votre avis, pour l'Europe de 2025? Je crois que c'est évident. Rien ne va de soi. La paix est l'objectif principal de l'Union européenne. Vous êtes plus jeune. Moi, qui étais plus jeune et suis toujours jeune, nous tenons ceci pour acquis. La paix n'est jamais tenue pour acquise. Et ceux qui grandissent dans un continent de paix ne doivent pas oublier qu'il s'est agi d'un continent de guerre. Faisons tout pour convaincre les pays, les nations, les peuples, pour être en paix les uns avec les autres. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Juncker. Oui, merci à tous les deux pour cet échange particulièrement intéressant. Tournez vers moi cette fois-ci. Avec plaisir. Et comme vous savez, nous avons reçu beaucoup de questions de nos internautes. Pendant votre discours sur l'état de l'Union, vous avez évoqué la migration. Il n'y avait pas tellement de choses concrètes, je dirais. Covid a aussi évoqué cette question. J'ai une autre question qui nous vient de quelqu'un qui s'appelle Miguel. Et il vous demande, que fait l'UE pour réduire la fracture sur l'immigration entre la Commission et les pays de Visegrad, donc la Slovaquie, la Hongrie, la Pologne et la République tchèque? Mais il n'y a pas, madame, une fracture entre la Commission et les pays du Visegrad. Il y a une fracture entre les autres États membres et les 4 pays du Visegrad. La Commission a fait des propositions qui ont été approuvées par majorité qualifiée par le Conseil, et les 2 des pays du Visegrad ont intenté une action en justice devant la Cour européenne de justice, qu'ils ont d'ailleurs perdu. Donc ce n'est pas un conflit seulement entre la Commission et les pays du Visegrad, mais c'est un conflit brûlant qui existe et qui perdure entre les autres États membres et le Visegrad. Et moi, je suis très en faveur de jeter le pont sur ce fossé qui risque de séparer les pays de l'Europe de l'Ouest et les pays de l'Europe centrale. Et je crois que les pays de l'Europe centrale, enfin les 4 que vous avez mentionnés, doivent accepter que le problème des réfugiés ne peut être résolu que si nous appliquons en Europe une solidarité intra-européenne. Mais que pouvez-vous faire? Parce que vous êtes, avec les outils de l'Union européenne, vous êtes assez impuissant. Vous êtes impuissant face à cette question. Enfin, vous savez, lorsque le juge se prononce, on n'est pas impuissant. Lorsque le juge se prononce, ce qu'il a fait, le juge européen, je veux dire, les États membres qui n'ont pas eu gain de cause doivent appliquer les normes fixées par le juge. Et si ces États membres ne le font pas, la Commission peut lancer une procédure en infraction avec des conséquences qui ne sont pas très agréables pour les pays Mais il faut l'unanimité pour cela. Non. Il faut la Commission pour déclencher une action en infraction. Les États membres ne sont pas demandés en leur avis. Et alors, on peut s'attendre à quoi dans cette situation? Mais il y a les règles fixées par le traité, donc il peut y avoir des sanctions, mais je ne menace aucun pays de sanctions immédiates. Il faut laisser respirer les règles que nous avons mises en place. Vous avez un moment où la respiration sera à court? Vous avez un timeline là-dessus?
Non, j'ai une longue haleine, madame. En Europe, il faut avoir une longue haleine. Alors, il y a aussi d'autres conflits avec les pays de l'Est. J'ai une question sur la Pologne. Elle nous vient d'Ania Rock et elle demande combien de temps encore la Commission va tolérer que le gouvernement polonais ne respecte pas l'état de droit. Que sont les recours possibles? Mais je crois que Euronews devrait mieux informer ses spectateurs. Non. Vous auriez dû dire chaque jour que la Commission a intenté des actions contre la Pologne. Nous avons un dialogue permanent avec la Pologne sur le respect de la règle de droit, respect de la règle de droit sur lequel j'ai beaucoup insisté dans le discours sur l'état de l'Union. Nous avons invité la Pologne à s'expliquer devant nous ce qu'elle a fait. Nous pensons que les explications ont été insuffisantes et nous sommes en train de voir dans quelle mesure nous pouvons intenter d'autres actions à l'égard de la Pologne. Et pour le reste, il ne faut pas confondre le gouvernement polonais et la Pologne. La Pologne est d'abord une grande nation européenne qui a tant souffert à travers l'histoire. Et il y a une très large majorité de Polonais qui restent attachés au projet européen. Il ne faut pas confondre la nation polonaise et le gouvernement polonais avec lequel nous avons des débats, pour le dire poliment, partiellement conflictuels. Alors vous avez parlé d'actions, aussi de la couverture d'Euronews. Nous sommes partants. Quelles seront ces actions sur lesquelles nous pourrons faire une couverture? Enfin, vous suivrez nos agissements. Monsieur le Président, la prochaine étape du programme nous arrive et notre prochain créateur YouTube est Diana qui vient d'Allemagne. Elle a aussi réalisé un portrait pour nous en dire plus sur elle et sur ses fans. Mein Name ist Diana zu Löwen. Je m'appelle Diana zur Löwen, j'ai 22 ans et je suis une youtubeuse. Dans le même temps, j'étudie l'économie à l'université de Cologne. Sur ma chaîne YouTube, je parle de beauté, de mode, mais j'explique aussi comment gérer son emploi du temps. Je parle aussi de sport, de politique, bref, tout ce qui m'intéresse, en espérant que cela intéresse aussi mon public. J'ai également une deuxième chaîne YouTube où j'essaie d'expliquer comment je concilie YouTube et la fac dans ma vie quotidienne. Je fais beaucoup de sport, j'essaie d'apprendre quelque chose de nouveau tous les jours et je peux rarement dire non. J'aime vraiment découvrir de nouvelles choses et j'aime mettre tout mon cœur dans tout ce que je fais. Alors, vous avez vu la vidéo, j'ai Diana à côté de moi. Diana, thanks so much for being with us. I think we're going to enjoy speaking to the President. Before you do, I was just wondering... Merci beaucoup d'être parmi nous. Vous serez ravis de parler avec le président. Pour vos followers, vous avez des centaines de milliers de followers. Quels sont les défis principaux, à votre avis, pour la jeune génération? Eh bien, je pense, en Europe notamment, il s'agit de voir comment renforcer la colonne vertébrale de l'Union européenne, surtout en ces temps de Brexit ou différentes émergences de partis comme l'AfD en Allemagne, par exemple. Voilà, des questions importantes à mon avis. Vous allez pouvoir les poser au président dans quelques instants. Bonjour, enchantée. Donc Diana, c'est à vous. Oui, merci. Je vais commencer directement par la question qui intéresse le plus mon public. Il s'agit donc de la communauté européenne, de l'Union européenne. Ce sont des temps difficiles avec le Brexit ou les élections législatives en Allemagne, avec des partis comme l'AfD qui se présentent et qui sont contre l'Union européenne. Alors, que peut-on faire face à cette situation pour avoir une Europe plus soudée, pour que les gens aient vraiment le sentiment, une envie de vivre ensemble? L'unité, le sentiment d'appartenance ne peut être imposé par le haut. Il faut toujours expliquer que l'Union européenne est la réponse aux événements de la Deuxième Guerre mondiale. Il s'agit de guerre et de paix, comme c'est toujours le cas en Europe. N'oublions pas cette dimension interne de la paix en Europe. Il faut aussi la décrire de façon adéquate. En outre, sans vouloir verser dans la propagande, il faut décrire les avantages de l'Union européenne. La liberté de circulation,
les contrôles aux frontières qui en principe n'existent plus, mais qui parfois se présentent encore. Il s'agit de progrès où d'autres dans le monde nous jalousent. Oui, c'est exact. D'ailleurs, hier, dans votre discours, vous avez dit que vous aspiriez à ce que l'euro devienne la monnaie de nouveaux pays. Est-ce un des symboles de l'unité? Donc, il s'agit de reprendre un dialogue que nous avons depuis longtemps entre Européens. Dans les traités européens, il est dit qu'à l'exception du Danemark, qui ne voulait pas de l'euro, tous les États doivent avoir la possibilité d'adhérer à la zone euro. Je m'étonne de ce qu'on trouve parfois dans la presse allemande. Moi, je n'ai pas désiré ou exigé que tout le monde demain à 11h ait l'euro pour devise. Moi, je dis ceux qui n'ont pas encore l'euro et aimeraient l'avoir devraient pouvoir l'obtenir. Et nous devons les aider par une aide technique ou financière. Mais je n'ai en aucune façon l'intention de contraindre à des pays à adopter l'euro qui n'en veulent pas. Et dans la presse allemande, je crois qu'on s'est un peu trop énervé. Effectivement, sinon je vous aurais demandé si cela ne risquait pas de poser des problèmes économiques dans certains pays, si du jour au lendemain on souhaitait y introduire l'euro. On ne peut introduire l'euro qu'à condition de respecter les conditions d'adhésion. Et quand la politique économique intérieure est orientée de façon telle qu'elle peut surmonter le choc de l'adoption de l'euro. Une fois qu'on est dans la zone euro, il y a des contraintes. Il y a une discipline européenne. Et pour certains pays, c'est un peu trop délicat. Alors, un autre sujet qui intéresse beaucoup mes abonnés, il s'agit du pouvoir d'entreprises comme Google, Amazon, Facebook ou Apple. Ce sont vraiment des entreprises gigantesques. Alors, c'est vrai qu'ils sont à l'origine de nombreuses innovations, mais parallèlement, ils ont énormément de données, donc énormément de pouvoir. Alors, pensez-vous qu'il s'agit d'une menace ou avant tout d'une chance? Je vois là un risque. Et je m'étonne que ceux qui vous posent ces questions sont quand même des clients assidus de Google, d'Amazon et d'autres. Donc d'un côté, on les accable, mais de l'autre côté, on se sert de leurs offres. Moi, je vois là un grand risque. Si qui que ce soit, Google ou d'autres, dispose de toutes les données possibles et imaginables et donc détient des informations sur les citoyens que les États n'ont pas et n'ont pas le droit d'avoir. Je vois ici un citoyen transparent et un potentiel de manipulation contre lequel il faut se dresser. Donc la protection des données en Europe est pour nous très importante. Il nous paraît important que ces entreprises mammouths payent les impôts qu'elles sont censées payer. Nous demandons à Google une amende de 13 milliards d'euros et ça fera mal à Google aussi. Je veux bien le croire. Encore une question qui rejoint ce sujet, c'est le cyberterrorisme, les fake news. Avec toutes ces nouvelles technologies qui présentent quand même des risques importants et on ne sait plus vraiment comment se protéger. Alors, que compte faire l'Union européenne pour que nous puissions vivre en sécurité dans ces temps difficiles? Bon, je suis souvent la victime de fake news. Je concède qu'il est très difficile de lutter contre ce type de nouvelles, à moins que les auteurs de ces fake news seraient des États ou des organisations connues. Là, on peut agir. Bon, façon de parler. On ne peut pas tirer sur les fausses nouvelles. Ça ne va pas. Pour ce qui est de la cybercriminalité, j'ai proposé au Parlement européen
d'avoir une institution de cyberdéfense dans l'Union européenne où on collecte des informations, où on s'informe en temps voulu. Ces cyberattaques augmentent sans cesse. L'an dernier, il y en a eu 4000 assorties d'exigences de versement d'argent. Donc franchement, c'est du chantage. 80% des entreprises européennes, au moins une fois l'an, sont victimes de cyberattaques. Donc franchement, ça nous préoccupe. Et l'Union européenne doit s'en occuper, car les États membres pris isolément ne peuvent le faire. Oui, c'est transfrontalier. Effectivement, cela ne concerne pas les pays individuels. Alors hier, dans votre discours, vous avez également parlé d'une stratégie pour relancer l'économie, pour que les entreprises soient plus innovantes, plus respectueuses de l'environnement aussi. Alors comment voyez-vous les choses concrètement ? Donc, on doit s'impliquer activement dans l'avenir numérique de l'Europe, ce que la Commission fait, car ceci est un facteur de croissance important. Donc, ça va créer des millions de nouveaux emplois. Et là aussi, eh bien, les États membres tout seuls ne pourront pas faire face à cette pression numérique. Il faut aborder ceci à l'échelle du continent. Et au sujet de l'environnement, faudra-t-il davantage de restrictions? Donc, dans mon discours que vous mentionnez, je vous en suis reconnaissant, je l'ai dit à plusieurs reprises, les Européens en matière de protection du climat ont des ambitions élevées. Bon, aux États-Unis, avec Trump, ils font marche arrière. Ce n'est pas une raison pour nous de faire la même chose. Donc, voyons, d'ici 30 ou 40 ans, soit, on aura réussi à gérer le changement climatique ou bien les choses vont empirer. Moi, si je pouvais, j'appellerais tous les jours les responsables politiques européens à respecter leurs obligations par rapport au climat. C'est exact. Oui, et puis, c'est vrai que ces sujets concernent l'ensemble de l'Union. Il y a notamment la problématique de la formation, de l'éducation en Allemagne. C'est un sujet très important pour mes abonnés aussi. Et j'ai l'impression que nous avons encore un certain retard à ce niveau-là. C'est vrai qu'en Allemagne, c'est une compétence des Länder. Alors, est-ce qu'il ne serait pas temps que l'Union européenne intervienne davantage, par exemple, sur la programmation, sur l'élaboration des programmes scolaires, afin que tous les élèves aient les mêmes chances, surtout lorsqu'ils souhaitent étudier dans d'autres pays? Dans la campagne électorale allemande, il en a été beaucoup question. Faut-il organiser l'enseignement au niveau des Länder ou au niveau fédéral? Je ne veux pas, bien sûr, me mêler de ce débat. C'est la cuisine intérieure allemande. Car la Commission européenne, en matière d'enseignement, n'a pas de compétences. Et les traités disent que l'enseignement est du ressort des États-nations. L'Europe n'a pas à s'occuper de tout, elle s'occupe de bien moins qu'on ne croit. Je suis toujours surpris, lors des dialogues citoyens que nous avons dans les États membres, que beaucoup de questions qu'on me pose, eh bien, elles débordent de la zone de compétence de l'Union européenne. L'Europe n'est pas responsable de tout. Il existe des États nationaux, des gouvernements, des parlements, et l'enseignement est un sujet qui intéresse exclusivement les États membres. Et la Commission européenne, en dépit des qualités de nos collaborateurs,
Nous n'avons pas à prescrire à l'Estonie ou à la Pologne quels sont les programmes à appliquer dans leurs écoles. Oui, mais l'éducation, l'enseignement, c'est quand même un sujet fondamental. Il y a des centres d'apprentissage de Google, de Facebook. Alors, si les États ou l'Union européenne ne le font pas, eh bien, ce sont des entreprises qui s'en occupent. Donc, il est quand même important que nous reprenions le contrôle. Je ne suis pas un obsédé du contrôle. La Commission européenne n'est pas là pour surveiller seconde par seconde les États membres. Non. L'éducation, l'enseignement intéressent les États nationaux. Il serait bien sûr délirant de croire que c'est à Bruxelles qu'on conçoit les programmes d'enseignement pour 27 ou 28 États membres. Voilà, eh bien, les Finlandais, par exemple, sont responsables de l'enseignement de l'histoire dans leur pays. Oui, on parle de travail innovant, numérique. C'est vrai que de nombreuses entreprises travaillent de façon plus efficace, plus rationnelle. Alors, est-ce que cela pourrait également se faire au niveau de l'Union européenne, que les décisions soient prises plus rapidement, que l'on agisse sans tarder? En Europe, c'est vrai, le progrès est un escargot. On sait que les escargots vont plutôt lentement. Dans mon discours sur l'état de l'Union, j'ai émis des propositions. Le chapeau était davantage d'efficacité de l'Union européenne. L'idée était de décider plus rapidement et efficacement, moins d'unanimité, davantage de majorité qualifiée, davantage de coopération, qu'il n'y ait pas de division entre nous. On ne peut pas comparer l'Europe à Google, à d'autres que vous citez. Nous sommes un système démocratique. Il nous faut des débats, des votes, parfois à l'unanimité, parfois à la majorité. Nous ne sommes pas un commando qui aplatit tout sur son passage. Oui, il faut décider plus rapidement. C'est pourquoi j'ai émis des propositions en ce sens devant le Parlement. Bon, on ne peut pas dire que ça ait fait beaucoup évoluer les choses au niveau des gouvernements. Et encore un sujet qui me tient à cœur, la question de la politique. C'est vrai que c'est un sujet auquel on devrait toujours s'intéresser, mais j'ai l'impression que de nombreux jeunes ne le font pas. Bon, il y a aussi les réseaux sociaux, et c'est vrai que l'on peut souvent échapper à cette politique. Alors comment peut-on vraiment s'impliquer en tant que jeune? Comment est-ce que le monde politique peut montrer que l'on est entendu? À qui peut-on s'adresser au niveau européen, à l'Union européenne, pour participer, être actif politiquement? Je l'ai déjà dit que nous avons des dialogues citoyens dans tous nos États membres, avec beaucoup de jeunes qui se présentent et sont très francs. Ils nous font aussi connaître leurs rêves, c'est une belle chose. Bien sûr, on peut transmettre des initiatives à la Commission européenne. Il y a des initiatives citoyennes. Donc à partir de 18 ans, c'est prévu. On peut participer à ce type d'initiative. On a ramené cet âge à 16 ans. Vous avez, je crois, quelques années en plus. Donc il s'agit d'impliquer ces jeunes. Si quelqu'un a 15 ou 16 ans qui s'occupe de choses par rapport à tout ce qui se passe autour de lui ou qu'il a des sentiments en lui, eh bien, il a besoin d'un porte-parole, d'un porte-voix. Eh bien, nous aimerions que les jeunes participent davantage à ces initiatives citoyennes. La politique, ce n'est pas toujours passionnant, mais c'est la politique qui détermine l'avenir. Alors, je suis vraiment désolée. Je vois que l'échange était bien parti et que le sujet est particulièrement intéressant, mais merci beaucoup Diana. Merci également pour tout le travail préparatoire que vous avez fait. Alors, Diana, elle a évoqué la question de Schengen, vous en avez parlé un peu. Dans votre discours sur l'état de l'Union, vous avez prononcé un désir de voir cet espace s'élargir à la Bulgarie et à la Roumanie. Est-ce que c'est une proposition sage dans ces temps d'insécurité? En fait, je vais enchaîner avec une question d'un internaute
pourquoi pas. Et cette question nous vient de Sally Turner. Et Sally Turner demande « Quelle est votre réaction au fait que Schengen a permis aux terroristes de circuler librement ?» Alors, nous pouvons faire peut-être un amalgame des deux questions. Enfin, vous êtes en train de faire un amalgame. Oui. L'ouverture des frontières, l'absence de contrôle aux frontières n'est pas une invitation aux terroristes de voyager librement à travers l'Europe. Mais ils en profitent. Oui, enfin, les terroristes, de temps à autre, en profitent. Mais il y a surtout les Européens qui en profitent. Vous savez, moi, j'ai vécu l'époque où, en Europe, nous avions des frontières partout. Si vous êtes luxembourgeois, moi je suis luxembourgeois, les frontières sont très proches, puisque le pays se distingue par son exiguïté, par sa qualité, mais aussi par son exiguïté. Si j'ai voyagé pendant 1 heure à Luxembourg, j'ai dû franchir 3 frontières. Vous savez que ça a coûté aux luxembourgeois, mais pas seulement aux luxembourgeois, 6 heures, 7 heures, 8 heures d'attendre aux frontières. Donc, maintenant, nous pouvons voyager librement. Il y a, en principe, plus de contrôle aux frontières. Et on me dit, voilà, vous ouvrez les frontières aux terroristes. Non, nous les ouvrons aussi aux touristes. Et donc, il ne faut pas faire un amalgame trop facile. Mais nous avons des règles d'urgence en ce moment. Ça semble un peu décalé de faire une proposition telle quand nous sommes dans des situations de... Ne me dites pas que je fais des propositions décalées, dites que je fais des propositions de qualité. Et c'est les propositions de qualité que je fais, et oui, bien sûr, d'accepter que contrôle aux frontières il puisse y avoir, vu le contexte sécuritaire actuel, mais il faudra qu'un jour nous sortions de ces carcans sécuritaires. Et en fait, les contrôles aux frontières nous permettent d'arrêter des terroristes. Et le problème n'est pas d'arrêter des terroristes aux frontières, oui, ça aussi. Le problème est que nos services secrets, nos services de police s'informent mutuellement de ce qui se passe sur leur territoire pour que les autres territoires puissent s'y préparer. J'ai proposé dans mon discours devant le Parlement ces jours-ci de mettre en place une agence de sécurité européenne qui nous permette d'échanger automatiquement les informations. C'est qui est censé être déjà en place. On l'entend depuis tellement longtemps, ces questions. Oui, c'est vrai. Je me rappelle, Premier ministre, que j'ai été qu'en 2001, lorsque les attentats à New York et à Washington ont eu lieu, que nous nous sommes promis de faire en sorte que nos services secrets collaborent d'une meilleure façon. Cela ne s'est pas fait, mais cela se fera parce que la sécurité des Européens est à ce prix. Nous allons rester sur des questions de frontières, mais de frontières différentes. Et j'ai une question qui nous vient de la Catalogne, ou une question sur la Catalogne, au moins. Je m'y attendais. Et c'est de Victor, qui demande si la Commission reconnaîtra le oui dans le référendum qui aura lieu le 1er octobre. La Commission a pour principe de ne pas faire partie des débats internes dans un pays, mais qui sont des débats démocratiques acceptables et acceptés. La commission Prodi et la commission Barroso et la mienne, nous avons toujours dit qu'en la matière, nous allions suivre, en les respectant, les arrêts de la Cour constitutionnelle espagnole et du Parlement espagnol, mais il est évident que si un oui à l'indépendance de la Catalogne voyait le jour, à voir, nous respecterons ce choix. Mais la Catalogne ne pourra pas devenir le lendemain matin, le jour après le vote, membre de l'Union européenne. La Catalogne sera soumise à un processus d'adhésion comme l'ont été les États membres qui nous ont rejoints après 2004. C'est pas comme ça. Si il devait avoir la même situation en Écosse, ils seront soumis aux mêmes règles dans ce cas-là. Et si le nord du Luxembourg se séparait du sud, la règle sera la même. Mais vous n'avez pas peur d'un effet boule de neige? Que d'autres pays européens, l'Europe se fragmente? Oui, enfin, l'Europe déjà est riche parce que les traditions régionales sont fortes, mais je ne voudrais pas que les traditions régionales en principe, s'érigerait en un élément de séparation et de fragmentation de l'Europe. Mais qui suis-je pour pouvoir donner
un avis éclairé à ceux qui sont tentés par des aventures indépendantistes. Alors, comme vous pouvez le constater, nous recevons beaucoup de questions, ou des questions de nos internautes et ceux de Debating Europe, et je leur invite aussi de nous envoyer encore des questions. Pourquoi pas, il nous reste un peu de temps, mais il est temps maintenant de passer à notre prochain créateur YouTube, c'est Abdel de Bruxelles. Voici son portrait en images. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Abdel, j'ai 28 ans, je suis belge d'origine marocaine. J'habite à Bruxelles, en Belgique. Ce que je fais moi, c'est des vidéos sur internet où je parle un peu de tout. Ça va de vidéos sur mes origines à des vidéos politiques. Ce que j'aime beaucoup faire moi, c'est prendre des sujets qui sont à la base hyper compliqués et je les vulgarise un maximum. Donc voilà, c'est une présentation simple et efficace de ce que je suis. Et voilà, ciao. Et voici Abdel en vrai. Merci beaucoup Abdel d'être avec nous. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir. Et avant que vous rencontriez le président de la Commission, je voulais savoir ce que vous ressentez lorsque vous pensez à votre avenir. Mon avenir, moi je suis du genre optimiste. Donc je crois qu'il ira de mieux en mieux. Mais en voyant ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, on a le droit de se poser des questions et j'espère que le président sera là pour y répondre. Je suis sûre qu'il le sera et il est là. Allons à sa rencontre. Monsieur le Président, je vous présente Abdel. Vous avez des questions? J'en ai un paquet. Oui. Allez-y. Merci beaucoup. Donc, il y a quelques jours, comme vous savez, j'ai posé des questions à mes abonnés et il y a plusieurs questions qui sont revenues des centaines de fois. La question qui est revenue le plus souvent, c'est le sort des Rohingyas en Birmanie, que selon l'ONU a considéré comme la minorité la plus persécutée au monde. J'ai vu que depuis 1994, qu'il y a eu des secours humanitaires qui ont été mis là-bas. Plusieurs millions d'euros ont été débloqués. Or, à l'heure d'aujourd'hui, on ne peut plus parler de crise humanitaire, clairement, mais bien de massacres et de crimes contre l'humanité. Et vous, qui êtes l'une des personnes les plus, entre guillemets, puissantes d'Europe, qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement, et surtout à court terme, pour aider ces milliers de personnes qui meurent tous les jours? Ce qui se passe en Birmanie est une catastrophe. Choquante, à vrai dire, puisque, une fois de plus, on essaye d'éradiquer des ethnies entières. Et donc l'Europe est en train de voir avec le gouvernement de Myanmar, avec les pays voisins, dans quelle mesure nous pouvons être utiles. De toute façon, l'Europe ne peut pas ne pas s'intéresser au sort de ceux que vous décrivez. C'est un sort et un traitement qui nous interpelle. Et concrètement, à court terme, vu que chaque jour qui passe, il y a des milliers de personnes qui meurent, qu'est-ce que va faire la Commission européenne ou l'Union européenne pour les aider? Oui, enfin, nous ne pouvons pas intervenir militairement, bien que parfois on ait envie de le faire, mais cela ne saurait se faire. Nous pouvons assister les organisations non gouvernementales qui s'occupent de ces pauvres gens, des deux côtés des frontières, pour alléger leur sort, et nous pouvons actionner les Nations Unies pour condamner ceux qui sont à l'origine de ces méfaits, mais il faut avouer que les possibilités de l'Union européenne sont assez limitées en la matière. Et qu'est-ce que vous pensez sur le fait que Aung San Suu Kyi parle de désinformation massive par rapport à ce qui se passe là-bas? Je m'interroge sur la portée de ces propos. D'accord. Et vous avez certainement vu qu'il y avait une pétition qui a été mise en ligne pour le retrait de son prix Nobel. Est-ce que c'est une chose d'abord qui est possible? Je ne sais pas si ça s'est déjà fait dans l'histoire, mais est-ce que c'est quelque chose, enfin, symboliquement parlant, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Non, enfin, de toute façon, c'est une matière sur laquelle la Commission n'a pas son mot à dire, puisque la Commission ne décerne pas les prix Nobel. Nous n'avons pas d'instruction à donner au comité du prix Nobel. Et donc, il faut voir à quels résultats peuvent aboutir ces souscriptions.
D'accord. Mais juste pour répondre un maximum, est-ce que vous comptez envoyer des aides là-bas à court terme? Oui, c'est ce qui est en train de se faire. Là maintenant? Oui. Ok, ça va. Merci beaucoup. La deuxième question, et là vous en avez parlé tout à l'heure, j'étais super content, donc je vais pouvoir rebondir là-dessus par rapport à l'Afrique. Vous avez parlé donc, du fait de l'immigration, donc de pouvoir financer l'Afrique pour qu'il se développe. Moi, j'ai vu ça autrement, et quand je dis moi, c'est les personnes qui nous ont envoyé les questions, par rapport au franc CFA. Le franc CFA, c'est une économie qui est gérée par la France, dont la France est majoritairement bénéficiaire. Et j'aimerais savoir par rapport à ça, qu'est-ce que la Commission européenne va faire, ou l'Union européenne va faire, parce que ça n'aide pas au développement de l'Afrique. Les Africains n'en veulent pas, et malgré ça, il y a encore une monnaie qui est coloniale en Afrique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu par rapport à ça de la part de la Commission? Mais nous avions évoqué, en 91, en 91, comme vous dites chez vous en Belgique, les relations entre la zone CFA et la zone euro. J'avais reçu à l'époque, j'étais jeune président du Conseil des ministres des Finances, tous les ministres africains des Finances pour en discuter. Et à ce moment-là, comme aujourd'hui, je ne note pas une vraie volonté de nos amis africains de quitter la zone franc qui donne à cette partie de l'Afrique une certaine stabilité. C'est un système que d'un point de vue personnel, je n'aime pas trop, parce que cela donne aux Africains, et notamment aux jeunes Africains, l'impression que l'Europe ou la France impose sa devise, sa monnaie à de larges territoires africains. Je suis plutôt pour l'émancipation monétaire de l'Afrique, mais nous avons des réunions régulières avec les pays concernés pour évaluer le périmètre des problèmes suscités par la zone franc. Tout à l'heure, vous avez dit un truc intéressant, c'est qu'il ne faut pas mélanger le peuple et le gouvernement. Moi, je suis pratiquement sûr que les gouvernements, voilà, ils adhèrent, ils le font, mais par rapport au peuple, il y a des millions d'Africains qui n'en veulent pas de cette monnaie. Il y a des millions d'Africains qui manifestent tous les jours pour supprimer cette monnaie. Oui, je le sais, et je prends intérêt au mouvement qui est celui, notamment des jeunes Africains, pour se libérer, comme ils disent. Mais si vous aviez le pouvoir de le faire, est-ce que vous supprimerez le franc CFA? Mais c'est une question qui dépasse les limites de mes pouvoirs, qui sont plus exigus que vous ne le pensez. Mais je m'interroge. Je me pose la question, si chaque pays qui aujourd'hui a le CFA avait sa propre devise, est-ce que ces pays se porteraient mieux? Il n'est pas évident que tel serait le cas. Mais en tout cas, ce serait peut-être moins pire que ce qu'il y a maintenant. Il y a toujours moins pire que la réalité. D'accord, merci beaucoup. Troisième question qui est revenue beaucoup, c'est que récemment, les musulmans ont fait leur fête de sacrifice d'Abraham, et qui est c'est la fête la plus importante pour les musulmans. Et malgré la directive européenne qui a été mise en place en 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort, qui autorise une communauté à pratiquer librement son culte, en particulier pour l'abattage rituel, ce qui concerne les juifs et les musulmans, en Belgique, en 2019, ça sera interdit. Le débat fait rage dans plein de pays, l'Allemagne, l'Hollande et le Danemark. Il est évident que le bien-être animal, c'est extrêmement important, mais on ne peut pas nier que certains groupes instrumentalisent malheureusement ce bien-être dans la perspective de stigmatiser les musulmans. Donc ma question va être très précise. Est-ce que vous comptez lancer des procédures d'infraction contre les pays qui refusent le principe de l'abattage rituel, alors que la directive européenne fait une exception spécifique pour les conditions d'abattage rituel sans étourdissement? Je suis très attaché au bien-être animal. Ouais. J'étais, ce que vous ne savez pas, et vous non plus, madame, pendant de... Non, je le serai un jour, à voir. J'étais longtemps conseiller juridique de la Ligue internationale des droits de l'animal. Donc c'est une question qui, y compris celle de l'abattage rituel, qui m'intéresse. Les dispositions européennes permettent, dans certaines limites, l'abattage rituel dont je ne suis pas un adepte, mais il faut aussi respecter les traditions, les us et coutumes des communautés religieuse. Je ne me suis jamais posé la question, bien que j'ai suivi l'année passée le débat qui a eu lieu ici, en Belgique,
À vrai dire, je ne me suis jamais posé la question s'il fallait intenter des actions contre les pays qui interdiraient l'abattage rituel. Par exemple, en Belgique, nous, on n'a pas pu le faire cette année. Nous, c'est qui? Moi, je parle des musulmans de Belgique. Oui. Vous êtes musulman? Oui, je suis musulman. On n'a pas pu le faire cette année. Et du coup, d'un côté, on nous dit il est interdit de faire ça chez vous pour des questions d'hygiène que je comprends parfaitement. Oui. Mais de l'autre côté, il n'y a aucune structure, ou très très peu, qui sont mises en place pour que les musulmans puissent pratiquer librement leur culte, comme le dit la directive européenne. Oui, j'avais compris l'année passée, lors du débat un peu émotionnel, qu'il y a eu... non, c'est pas émotionnel. Comprensiblement émotionnel, débat intéressé et intéressant qu'il y a eu en Belgique. J'avais cru comprendre qu'on mettrait en place de telles structures pour permettre le libre exercice des cultes musulmans. Ça n'a pas été fait et à partir de 2019, ça sera plus possible. Enfin, je vais réfléchir à cette question. Pour l'année prochaine, vous avez 1 an. Ah bon? Vous pensez qu'il me reste seulement 1 an? Non. 24 mois, mon cher monsieur. Ah ben 1 an, vous pouvez vous penser là-dessus pour pouvoir... Non, je vais examiner la question. Je dois avouer que je ne me suis jamais posé cette question. On suivra ça. C'est bien que vous me le dites. Si vous voulez, on peut se mettre ensemble avec une équipe et discuter autour de ça pour essayer de... J'ai déjà trop d'équipes. D'accord, ça va. Donc, toujours sur la thématique de l'islam, j'ai beaucoup d'amis proches, féminins, qui ont choisi de porter le voile. D'accord. Elles ont fait des longues études, des masters, des doctorats et un tas de choses. Et elles ont rencontré, notamment dans leurs études, beaucoup de discrimination. Et à présent, elles sont sur le marché du travail. Mais à chaque fois, il y a le principe de neutralité qui est sans cesse invoqué, qui les empêche après d'accéder à du travail, d'utiliser leur talent et leurs compétences. Vous parlez souvent d'égalité, de liberté, tout ça. Mais comment réconcilier ces principes avec ce genre de situation? Comment est-ce qu'on peut faire, nous, pour qu'il n'y ait pas des femmes de seconde zone en Europe et que parce qu'elles sont musulmanes et qu'elles portent le voile, elles n'auront pas accès à tel ou tel emploi, ou parfois même études, parce qu'on pense maintenant à supprimer le voile pour les universités. Enfin, jamais je ne refuserai un emploi, ici à la Commission, à une femme qui porterait le voile. Il y en a. Pour le reste, je ne vois pas en quoi le fait de porter le voile pourrait gêner d'autres obédiences religieuses ou pourrait gêner des collègues au bureau ou dans les usines. Ce que je n'aime pas, c'est la burqa. On dit la burqa la burqa, oui. Ouais, ça, c'est une culture qui est afghane, c'est pas... Oui, enfin, ça existe, même ici à Bruxelles, je n'aime pas trop, mais pour ce qui concerne le port du voile, je ne vois pas en quoi cela devrait être un signe religieux à interdire, non, au contraire. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce qu'il y a des centaines de milliers de femmes musulmanes qui ont vraiment du mal. Moi, je connais personnellement des docteurs en biologie qui n'ont pas d'emploi. Oui. Qu'est-ce que la Commission peut mettre en place justement pour... Parce qu'en fait, le système de neutralité, il est généralement utilisé pour dire, voilà, je ne veux pas te prendre, mais pour justifier mon comportement devant la justice, je vais dire système de neutralité. Comment est-ce qu'on peut être sûr que le système de neutralité est appliqué de manière neutre et pas de manière islamophobe? Mais il faut invoquer devant le juge le principe de la non-discrimination. C'est un principe général de droit du travail européen et je ne crois pas que devant le juge, un patron qui refuserait d'embaucher une femme qui porterait le voile pourrait obtenir raison. Je crois que tout juge dira que c'est une application discriminatoire du droit du travail. Très bien. Une autre question par rapport, on en parlait tout à l'heure, par rapport aux réfugiés. J'ai entendu votre discours, d'accord. Il y a un truc qui m'a interpellé, c'était... vous investissez beaucoup pour que les personnes retournent dans leur pays, d'accord. Ce que je peux comprendre. Mais la question que je me pose, c'est pourquoi ne pas investir dans les personnes qui sont là depuis parfois des années, leur mettre en place un parcours d'intégration pour qu'ils puissent travailler, vu qu'à la base, ils fuient des zones de guerre. Et aussi, pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas en place un système d'immigration partagée? Ça, vous en avez parlé tout à l'heure. Parce que, à entendre les médias, on a l'impression qu'il y a une crise migratoire en Europe, alors que c'est complètement faux. Les pays limitrophes de la Syrie, eux,
ont beaucoup de réfugiés d'émigrés, alors qu'en Europe, c'est concentré dans certains pays, pas dans d'autres. Mais c'est peut-être la dernière question. Non, mais c'est la dernière question, puisque dans la question, il y avait 5 sous-questions. Oui. Alors, donc, c'est une façon intelligente de poser une question, mais c'est des questions. Tout d'abord, l'Europe doit rester un tel accueil. Ceux qui sont poursuivis pour des raisons religieuses, philosophiques, politiques, ceux qui sont torturés, ceux qui sont emprisonnés pour des raisons innommables doivent trouver refuge en Europe. L'Europe doit être le continent de la solidarité. Pour pouvoir permettre à l'Europe de redevenir ou de rester un continent de solidarité, il faut faire en sorte que ceux qui n'ont pas le droit d'asile puissent retourner dans leur pays d'origine. Aujourd'hui, seulement 36% des décisions de retour et d'éloignement sont suivies d'affaires, ce qui a pour conséquence d'enlever, si j'ose dire, de la place aux réfugiés qui sont poursuivis pour des raisons religieuses et autres. 3, vous avez parfaitement raison. Il faut le dire beaucoup plus souvent que oui, nous avons des problèmes d'intégration et d'accueil des réfugiés, mais nos problèmes sont en commune mesure avec les défis qui sont lancés aux pays voisins de la Syrie. Il y a en Turquie plus de réfugiés qu'en Europe continentale. Si vous regardez la proportion des réfugiés par rapport aux populations locales en Jordanie, au Liban et ailleurs, nous donnons au reste de la planète l'impression comme si nous étions la partie la plus pauvre de la planète, alors que ces pays-là sont des pays vraiment pauvres et qui font mieux leur travail d'intégration que nous-mêmes. Et 3, puisque vous avez mentionné l'exigence d'intégration, nous devons tout faire, et nous le faisons dans de nombreux pays, pour mieux intégrer ceux qui viennent de plus loin, parce qu'ils sont poursuivis. Il y a tout de même énormément de volontaires qui s'occupent au quotidien d'améliorer les conditions de vie de ceux qui viennent en Europe. Les États membres de l'Union européenne mettent beaucoup d'argent dans l'intégration des réfugiés qui nous viennent de plus loin, comme je disais. Vous savez, l'Allemagne, en 2016, a dû aligner 21 milliards d'euros de plus pour pouvoir faire face aux problèmes résultant, et aux chances d'ailleurs, résultant de l'immigration. La Commission, elle, a dépensé, entre guillemets, 10,2 milliards l'année passée, l'année précédente. Donc, on ne devrait pas donner l'impression que nous nous foutons du sort de ceux qui ont besoin de notre appui. Mais il y a certains pays qui n'appliquent pas des décisions européennes. C'est comme grave. Avec le résultat que le juge européen, enfin la Cour de justice européenne, n'a pas donné raison à ces pays, et la Commission est en train de réfléchir aux mesures que nous pourrons appliquer à l'égard des pays, pour le dire poliment, récalcitrants. Merci. Merci Abdel, ce sera le mot de la fin. Et pour ceux d'entre vous qui souhaitent en savoir plus sur l'avenir de l'Europe, la discussion continue sur le site web de Debating Europe et bien sûr tous les jours sur Euronews et euronews.com. Je tiens à remercier nos 3 stars de YouTube d'avoir participé à ce programme. Un grand merci également aux internautes pour leurs questions via Euronews et Debating Europe. Merci aux équipes aussi audiovisuelles de la Commission européenne. Merci à vous. Et bien sûr, mille merci au président de la Commission européenne d'être avec nous. C'était un plaisir pour nous. Et comme est la tradition, j'invite nos youtubeurs pour faire un selfie. Ah oui, très bien. Que je ferai moi, vu que je suis le plus grand. J'ai besoin d'un selfie avec vous. Avec vous. C'est un de vos jeunes fans. D'accord. Oui, qui m'a téléphoné pour me demander ça. Avec plaisir. Regardez par là. Oui, excusez-moi. Je ne maîtrise pas les nouvelles technologies.